Ah, t'as très bien fait. C'est toi qui as raison. Ouais, bravo pour cette table, Morgane. Morgane, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour notre cours. Je ne compte plus les cours. Je ne sais pas exactement quel numéro, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on continue sur l'importance de la proximité affective, de l'affection dans la maison. On va faire quelques exercices et ensuite, on va passer sur les moments les plus importants. C'est-à-dire que si jamais on doit se concentrer sur 3 trucs, où est-ce qu'on se concentre? D'accord? Parce qu'on ne peut pas être toujours à 100% toute la journée. Si on a fait des petites erreurs et tout ça, le Rav Jacobson, il nous dit attention, attention, il y a 3 moments, d'accord, qui sont les moments les meilleurs moments pour transmettre et qui rattrapent les petites erreurs qu'on peut faire tout au long de la journée. Donc ça, c'est top. Mais avant ça, merci Morgane, on va faire un petit télim. Shira Ma'alot, Mima Amakim, Kiraticha Adonai. Adonai Shim'a vekoli, tienaz necha kashuvot lekol tachanunai. Imavonot tishmaria, Adonai miyaramod. Ki mechas lera lemaran tivare. Kiviti Adonai kiveta nafshi, velidvaro ochalti. Nafshi Adonai mishomerim laboker, shomerim laboker. Yachel Israël el Adonai, ki im Adonai achesed, ve'arbe imo fedut, ve'oivde d'Israël mikol avonotav. J'ai pas fait Radmir, tiens, pour essayer de retrouver mon téléphone. Pardon. Je viens d'y penser. Ok. J'ai perdu mon téléphone. Enfin, j'ai perdu. On a caché mon téléphone et on a joué à cache-cache avec le téléphone et c'est le téléphone qui a gagné. On ne sait toujours pas où il est. Ok, anyways. Alors aujourd'hui, donc, pour faire un petit résumé des différents types de problèmes affectifs qu'on peut avoir avec les enfants, on va faire des petites mises en situation, des petites transferts sur notre manière de voir l'affection. Ok? Alors, on va se mettre à la place de ces enfants. Et on va faire un premier exercice. À propos de nos sensations face à une relation peu expansive. Ok? Donc, imaginez que vous êtes marié depuis 6 mois. L'atmosphère est assez sereine et votre mari est plutôt gentil et attentionné. Mais il faut avouer que certains de ses comportements vous interpellent. De manière générale, il rentre assez tard du travail et lorsqu'il arrive, il a encore du travail à terminer sur son ordinateur et quelques coups de fil à passer. Vos conversations sont assez succinctes et il vous pose peu de questions sur votre journée. Lorsqu'il se passe à table avec vous, il est assez expéditif car, ayant de longues journées, il est très fatigué le soir et il a vite envie d'aller se coucher. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Ignoré. OK. Un peu mis à l'écart. Mise à l'écart. Ouais. Je pense que ça, là, tu as dit marié depuis 6 mois. Je pense qu'on réagirait différemment. Si on avait des enfants. Ou marié depuis plusieurs années. Exact. Parce que vous auriez des enfants. On serait aussi plus compréhensible. Au début du mariage, on veut plus d'attention et c'est bon. Et après, on comprend qu'il y a du travail. Et comment tu te sentirais alors à ce moment-là, au bout de 6 mois? Ah, ignoré, oui, mis à l'écart. OK. Ouais, tu aurais de la peine. Que je ne suis pas importante. Que tu n'es pas importante à ses yeux. Maud et Johanna, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu la même chose. OK. Donc, c'est vrai que les auteurs de ce livre, les auteurs, on va dire, nous disent, est-ce que vous senteriez frustré, dévalorisé ou mal aimé? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se mettre à la place de nos enfants. Et quand nos enfants rentrent à la maison, ou en tout cas quand nous, on est en contact avec eux, quand on les récupère de l'école, par exemple, et qu'on leur dit « Ah, chérie, bon, ben, joue parce que maman, elle n'a pas tout à fait terminé de faire ce qu'elle doit faire. » Que ce soit du travail sur son ordinateur ou dans la cuisine, etc. D'accord? Que finalement, les enfants arrivent et puis on est encore au téléphone. D'accord? Que les enfants arrivent et finalement, bon, j'ai eu une journée épuisante, les enfants. Donc, soyez un petit peu silencieux, s'il vous plaît, ou pas trop de bruit. Maman, elle a eu une journée de folie. D'accord? Et ensuite, bon, là, ça y est, hein, il faut aller au lit parce que j'ai eu une longue journée. Papa et maman, ils vont se retrouver un peu tout seuls. En fait, on se retrouve exactement dans la même situation qui est décrite par rapport à notre manière de percevoir l'affection. D'accord? C'est qu'en fait, l'enfant, il peut ressentir à ce moment-là une frustration parce qu'il n'a pas pu partager tout ce qu'il avait envie de partager. Parce que lui, il lui arrivait plein de choses dans sa journée et qu'à ce moment-là, il s'est retrouvé devant une maman qui était occupée. Nous, on ne s'en rend pas compte parce que c'est vrai que si on réfléchit aujourd'hui, on est tellement assaillis par, et je vous le dis
en connaissance de cause, quand on n'a pas son téléphone, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de temps. Non, mais pour réfléchir, il n'y a aucun dérangement, entre guillemets, aucun stimuli extérieur qui vient troubler le moment présent, d'accord, ou qui vient nous rajouter une forme de stress ou une forme de demande de notre personne. Donc, on est moins dans le don à l'autre, entre guillemets, où on a moins l'impression qu'on est obligé. On est moins sollicité, exactement. Et du coup, on est beaucoup plus disponible au moment où on a les enfants. D'accord ? C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Parce qu'on sait qu'une relation dans laquelle l'enfant se sent compris, dans laquelle il sent qu'on lui accorde du temps et de l'importance, de l'écoute, c'est quelque chose qui va énormément le rassurer, qui va lui donner en fait beaucoup de réconfort, de sentiments un sentiment de sécurité affective, émotionnelle, dans lequel il peut se sentir OK d'être vulnérable, de s'ouvrir, d'avoir aussi une soupape de sécurité, entre guillemets, c'est que si il m'est arrivé quelque chose dans la journée, je sais que je rentre et je vais pouvoir en parler avec maman, d'accord ? Que maman, elle va être elle-même prête à recevoir ça parce qu'elle est, elle, émotionnellement, un roc et donc, elle peut écouter ce que j'ai à lui dire. Mais si maman elle-même n'est pas émotionnellement stable, je ne veux pas lui en rajouter sur sa tête. Il y a ce sentiment chez les enfants aussi qu'ils ne veulent pas être un poids pour leurs parents. Donc, c'est intéressant de voir que voilà, en fait, de tout ce qu'on a vu, toute la théorie qu'on a vue, en fait, là, on se rend compte que ça fait du sens. C'est vrai que nous aussi, en tant qu'épouse, on a envie de pouvoir, même si au bout de quelques années, comme tu dis, tu comprends que ton mari doit travailler, etc., mais ça n'empêche que tu as envie de créer ce lien affectif avec lui qui fait que tu vas pouvoir partager, tu vas pouvoir échanger. Parce que s'il n'y a pas cet échange et ce partage, alors il y a un sentiment de manque de lien. Et pour un enfant, c'est vital ce lien avec ses parents. Alors, deuxième situation, c'est notre ressenti face à la manipulation docile. Bon, je vais vous dire, moi, celui-là, il ne m'a pas choquée, mais apparemment, c'était joli. Alors, un jour, il vous ramène des fleurs. Vous sautez de joie en le voyant arriver avec un beau bouquet de roses rouges. Et lorsque vous lui demandez ce qui vous vaut cette délicate attention, il vous dit « Welcome back » en live. Comment ça va? Oui, j'entends. Alors, il vous amène des fleurs et quand il arrive à la maison avec ses belles fleurs rouges et que vous lui dites « Oh là là, mais qu'est-ce qui me vaut cette attention de folie ?» Il vous dit « J'ai adoré les petits plats que tu as cuisinés la semaine passée. J'ai voulu te féliciter et t'encourager à continuer dans cette voie. » Bon, moi, je n'ai pas trouvé ça choquant. Je ne sais pas. Vous avez trouvé… Comment est-ce que vous ressentez, avant que je vous dise ce que j'en pense? Comment est-ce que vous sentez vis-à-vis de ça? D'accord. Ok. Parce que ça veut dire qu'en gros, il attend encore des autres plats. D'accord. Ok, mais c'est bien. C'est ça. C'est pas aussi… En fait, c'est pas bon et c'était la première fois que c'était… C'était la première fois que c'était bon. Ok. Qu'est-ce que tu… Je cuisine plus depuis tellement longtemps. Qui pourrait m'offrir des fleurs? Justement, ça t'arriverait. Je t'appelle de ramener un bouquet de fleurs. Non, bon, c'est un peu… Non, en fait, il a offert des fleurs en disant « Je t'offre ces fleurs parce que j'ai trouvé que tu as très bien cuisiné la semaine passée et je veux t'encourager dans cette voie. » Mais ça met un peu… C'est gentil, mais ça met aussi une pression. Ça met OK. Il y a une attente. Oui, il y a une attente. Il y a une attente. Oui, ça, mais moi, j'avais pas de pression. Oui, non, c'est bon. Un cadeau, c'est D'accord. Alors, C'est parce que vous le faites souvent. là, les auteurs du livre, nous disent c'est une forme de manipulation docile. D'accord? Bon, moi, alors, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit à nos enfants… Quand tu sors la poubelle, ouais, c'est trop exactement. sexy quand tu sors Exactement. la poubelle. Bon. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'en réalité, c'est pour nous faire penser à la manière dont nous, on félicite nos enfants parfois. Oh là là, maman, elle va t'acheter une sucette parce que tu as très bien fait tes devoirs. D'accord? Maman, elle va te faire ci parce que… Donc, en fait, ça s'appelle la manipulation docile. Comment est-ce qu'on se sent? Un petit chantage sympa. Chantage sympa, doux. Exactement. Alors, OK.
on peut établir, moi je suis très pour établir des rewards pour donc exactement. Mais pour exactement, c'est très très basé là-dessus. Maintenant, là la différence, je pense, c'est que c'est qu'en fait quand il parlait de manipulation docile dans le passé, c'était qu'en fait tu l'encourageais que à ce moment-là. Tu lui disais, c'était, vous vous souvenez, c'était l'amour conditionnel, exactement. D'accord. Donc là, si tu as une mauvaise note, la prochaine fois tu feras mieux. Voilà, exactement. Mais c'était l'amour conditionnel. C'était lorsqu'on étudiait en fait la manipulation docile, c'était quand on parlait d'amour inconditionnel et des dommages de l'amour conditionnel. Donc là, moi j'ai trouvé que moi personnellement, si mon mari m'offre des roses rouges pour me dire que j'ai bien cuisiné et qu'il veut m'encourager dans cette voie, ça me ferait plaisir. J'aimerais bien qu'il m'offre des roses rouges. Petit appel, Arnaud, si jamais tu écoutes ce message. Voilà. Donc, moi, je trouve ça toujours sympa de recevoir des roses rouges, perso. Mais après, chacun marche comme il veut. Je peux comprendre que ce soit offensant, qu'on se dise, mais attends, ça veut dire quoi, d'habitude, je ne cuisine pas bien aussi, d'accord. Troisième petit exercice. Nos sensations face à un amour non démontré. Okay. Il n'est pas du tout expansif dans ses sentiments. Un jour, vous ouvrez votre cœur et vous lui dites que vous êtes peiné de ne jamais entendre de mots affectueux de sa part, que vous doutez presque des sentiments qu'il vous porte. Et il vous dit, mais enfin, ben alors, mais ça va pas ma cocotte, mais on est mariés, bien sûr que je t'aime, d'accord? T'es ma femme, forcément je t'aime. Et bien en fait, là on voit l'importance. Comment est-ce que vous sentez quand il vous dit ça? Alors qu'il ne vous démontre pas l'amour. Ok, mais en tant que femme, qu'est-ce qu'on ressent? On attend, on aime recevoir des mots, des démonstrations d'amour. Vous vous souvenez que là, c'est juste pour nous mettre en condition pour qu'on comprenne, qu'on se mette à la place de nos enfants, qu'on se mette dans les chaussures de nos enfants. C'est vrai que nos enfants, ils ont besoin qu'on leur démontre, qu'on leur dise, mon fils, je t'aime. Tel que tu es, comme tu es, je t'aime de manière inconditionnelle. Et même quand tu renverses ci ou renverses ça, maman, elle t'aime à la folie. Et quoi qu'il se passe, quoi que tu feras dans ta vie, je t'aime à la folie. Et leur démontrer, et on se souvient qu'on avait utilisé les 5 sens, il y a restreint parce qu'on avait commencé cette classe il y a longtemps, mais on avait utilisé nos 5 sens pour démontrer l'amour. D'accord? On avait parlé donc de l'odorat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va aller les renifler, les embrasser, les sniffer parce que ça sent bon un petit bébé, leur faire peut-être aussi plaisir, voilà, que quand ils rentrent de l'école, par exemple, Maud, tu as les petits pains, les croissants qui sortent du four, ça sent bon, maman. Oh là là, ça sent bon, ça sent l'amour de maman. Moi, je sais que quand les garçons ils rentrent le vendredi à 3h de l'école, oh, maman, ça sent Shabbat, j'adore ton, oh là là, ça sent ta challah, maman, j'adore. Là, ils étaient surexcités, ça faisait 2 semaines qu'ils n'avaient pas mangé de challah. Oh, maman, ta challah, d'accord? C'est quoi? C'est l'amour. D'accord? À travers le goût, pareil, les petits plats. Moi, j'ai fait ça pour toi parce que je sais que toi, t'aimes grave la chouchouka. Je t'ai fait ta petite chouchouka. Et toi, mon fils, je t'ai fait les matzah bol et tatati, tatata. Parce que, exactement, le fait que maman ou papa démontre à travers nos 5 sens, d'accord? Pareil, à travers les mots, l'écoute, à travers le toucher, d'accord? On prend, on embrasse, on serre, on fait des petits massages, on rassure. On est là, quoi. À travers les 5 sens qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, on démontre notre amour. D'accord? Là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, bon, on ne fait pas du tout un cours sur le Shalom Bayit, mais c'est aussi important d'utiliser exactement ces 5 sens pour se connecter à notre mari de la même manière. Ok, enfin de la même manière, sans l'infantiliser. Alors, là, il va nous donner quelques clés maintenant, le Rav. Il va nous dire, voilà, là, on a dressé un état des lieux, d'accord, de tout ce qui est théorique pour l'affection depuis quelques semaines. Et maintenant, on veut une mise en pratique réelle. OK, maintenant, on veut du Tarkles. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre quotidien? Parce que tout ce qu'on a vu, c'est super, mais on ne va pas faire tout ce qu'on a vu. Ce n'est pas possible. On n'est pas des robots. On est incapable de donner à 100% tout l'amour inconditionnel,
tout démontrer tout le temps, toute la journée, etc. Si on n'était que focusé là-dessus, on serait vraiment comme des robots, on n'arriverait même plus à fonctionner, d'accord? Donc, on va aller essayer de se focaliser sur quelques moments clés. Et le Rav Jacobson, il nous dit, c'est extraordinaire parce qu'en fait, je vais vous donner 3 moments clés qui sont des charnières émotionnelles dans le développement de l'enfant et qui vont faire que, même si le reste, ce n'est pas au top, si vous arrivez à faire que ces 3 moments-là, ce soient des moments où vous transmettez ce dont l'enfant a besoin, qui est vital pour l'enfant, c'est-à-dire cette affection, cette écoute, cette présence, cet amour démontré, alors vous vous assurez qu'ils soient en fait sécurisés et bien dans leur basket. Ok? C'est quoi? Ah oui, il nous dit, ça prend 30 minutes par jour. Est-ce qu'on est capable de faire ça 30 minutes par jour? Oui, surtout que ce n'est pas 30 minutes d'affilée. C'est 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Donc, c'est faisable, très faisable, par n'importe quel. Par enfant. Exactement. Donc, ça fait 300 minutes quand on en a 10. Oui, tu as raison, c'est par enfant. Mais il y a quand même des choses qui peuvent se faire en groupe et on va voir comment. D'accord? Donc, les 3 moments vitaux, c'est quoi? Le coucher, par ordre d'importance, le départ à l'école, le retour de l'école. Les 3 moments cruciaux en termes d'attachement émotionnel et de bien-être émotionnel pour l'enfant. J'ai l'impression que c'est les séparations. Et c'est les plus durs. C'est les séparations. Exactement. C'est les plus durs. C'est vrai. Il n'y a pas la douche. S'habiller. Le premier, c'est le départ plus que le retour de l'école. Départ et retour. Et dodo. OK? Alors, c'est vrai que ce sont les moments les plus sensibles. C'est les moments les plus sensibles et c'est les moments les plus importants. En effet, parce qu'on va voir pourquoi. C'est des étapes de la journée que si jamais elles se déroulent mal, ça risque de faire des problèmes parce que l'enfant peut se trouver en détresse émotionnelle après ça. Et on va voir pourquoi. D'abord parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait on va prendre le coucher. Qu'est-ce qui se passe au moment du coucher? L'enfant va rentrer dans la nuit. La nuit, ça peut créer des angoisses pour les enfants. Pourquoi? Parce que c'est un moment d'amplification des émotions. Les choses s'amplifient la nuit. Il n'y a pas que les émotions, d'ailleurs, on se dit que quand un enfant est malade, je ne sais pas pourquoi la fièvre est toujours pire la nuit. D'accord? Les choses semblent beaucoup plus impressionnantes la nuit que le jour pour un enfant et pour nous également. D'accord? Et surtout qu'à travers le sommeil, et ça on va le voir très vite, eh bien, toutes les émotions sont décuplées. Okay? Donc, si quelque chose se passe mal avant de dormir, alors ça va être décuplé et ça va prendre des proportions qui ne sont pas réelles. D'accord? Lorsque l'enfant va partir à l'école, pareil, il va ensuite être seul. Et donc, il va être en tout cas éloigné de son environnement qu'il considère comme safe. D'accord? Et du coup, pareil, si quelque chose s'est passé juste avant, cette solitude peut amplifier la détresse émotionnelle. Et à son retour, pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, c'est son rétablissement dans ce qu'il considère son havre de paix. D'accord? Donc, il faut à ce moment-là lui montrer que même s'il a eu du stress à l'extérieur, à l'intérieur, il a un endroit qui va être son havre de paix, l'endroit où il va pouvoir se sentir protégé, aimé, valorisé, dans lequel il va être vraiment bien. OK? Et le Rav nous dit, attention, le plus important des 3, c'est le coucher. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a, si on doit investir sur quelque chose, d'accord, à part le Bitcoin, c'est le coucher des enfants. Vraiment, 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 c'est le truc le plus important à investir en termes d'affection, de don à ses enfants. Pourquoi? Parce que donc, c'est le moment le plus déterminant en termes émotionnels. Et il nous dit, le Rav, première chose à faire, c'est que l'enfant doit aller dormir en bon terme avec ses parents. OK? Ça veut dire que même si vous avez eu à faire un gros filou toute la journée et que vous avez envie de lui mettre à dormir parce que vous n'en pouvez plus de ces roulis, roula et qu'il fasse des entourloupes de partout, des bêtises, des machins, des trucs,
au moment du coucher, il doit impérativement se coucher dans une atmosphère de chaleur, d'amour et de sérénité. Rien ne doit troubler ces moments propices à la proximité affective, nous dit le Rav. OK? Il dit, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Une obligation qui est vitale pour le développement affectif sain de l'enfant. Donc, il explique aussi pourquoi. Pourquoi c'est à ce moment-là en particulier. Parce que très souvent, par exemple, c'est un moment où on a aussi le mari qui rentre à la maison et on doit aussi se décupler pour être aussi présente pour le mari. Ou alors, c'est le moment où si on sort dîner ou quoi que ce soit, il va falloir sortir. Si on a des enfants plus grands, aussi faire les devoirs avec les plus grands enfants. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se divise? D'accord? Il dit, vous pouvez laisser tout le reste en attente. Le moment du coucher d'un enfant, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que le sommeil joue un rôle d'amplificateur. Il dit, en effet, le sentiment avec lequel l'enfant s'endort, c'est le sentiment qui s'imprègne dans sa chair, c'est-à-dire dans sa profonde intériorité. C'est pourquoi il ne faut jamais menacer en différé. Ça veut dire, ah là là, tu verras demain ce qui t'attend. Va te coucher, tu verras demain ce qui t'attend. Va te coucher, quand papa rentre, je vais tout lui raconter, tu vas voir ce qu'il va te dire demain matin en réveil. D'accord? En fait, quand on fait ça, on crée un état de stress chez l'enfant. Il vaut mieux ne rien dire, ne pas menacer, oublier, mettre reset dans sa tête, limite que ce soit contre-productif en termes éducationnels, d'accord? Mais à ce moment-là, dire, tu sais quoi, on fait comme dans La Vérité si je mens quand il dit on remet les comptes à zéro. Non, on reste à zéro. D'accord, c'est la même chose. Là, on reste à zéro. On ne veut surtout, oui, j'ai des références très littéraires. Quoi? On est familier avec ces références. Ouais. Ok, alors, c'est que vraiment, c'est le moment où il faut remettre tous les comptes à zéro. C'est super important. Et d'ailleurs, c'est merveilleux parce que les choses sont très bien faites. Quand on prend son sidour, avant d'aller se coucher, on lit le Kriyat Shema. Et dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire, fais que je pardonne et que je sois pardonné. Et que je pardonne à tous ceux à qui j'aurais pu en vouloir. C'est un truc qui est tellement important. Au moment du coucher, on doit faire que son cœur soit en paix. Mais c'est vrai pour soi. Hein. Là, on parle pour les enfants, mais c'est hyper important. C'est hyper important et c'est ça qui crée des maladies. Vous savez, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est aussi dans la Torah, bien évidemment. Une sorte de stress. Exactement. Mais en fait, lorsqu'on n'exprime pas ou quand on ne lâche pas prise sur des émotions qu'on a ou des rancœurs ou des ressentis qu'on peut avoir, d'accord, c'est là où ils viennent s'imprimer en nous. OK? Et donc, c'est hyper important, en fait, avant d'aller se coucher, au moment où justement tout vient s'imprimer dans notre corps et dans notre cœur et dans nos organes, eh bien, c'est super important d'être en paix avec tout le monde. Et donc, déjà de transmettre cet enseignement à nos enfants dès le plus jeune âge pour qu'ils aient l'habitude de faire ça. Et le moment du Kriyat Shema, le moment du coucher, eh bien, et de la lecture du Shema Israël, d'accord, on est en train de faire ça. On est en train de dire aux enfants, les enfants, regardez, maintenant, on a passé une belle journée. Venez, on fait le point sur tout ce qui est positif. Déjà, d'apprendre aux enfants à regarder toutes les choses positives. Pourquoi? Parce que on peut toujours, nous, on a tendance, surtout en tant que Français, à avoir un œil un petit peu dur. Parce qu'on a été élevés comme ça. Quand on était à l'école, on entendait « Ah, mademoiselle Ayache, un jour vous oublierez votre tête, un jour vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, peut mieux faire, alors que tu as des très bonnes notes et que tu es une bonne élève, d'accord? Peut mieux faire. » Mais en fait, il faut essayer de corriger ça et d'aller au contraire habituer l'enfant à voir ce qu'il y a de bien, d'accord? Donc, par exemple, un petit truc sympa à faire avec ses enfants le soir, c'est « Mon cœur, raconte-moi 3 belles choses qui te sont arrivées aujourd'hui. » Quand les enfants grandissent ou quand ils sont un peu plus habitués à regarder les belles choses de leur vie, puis après, vous en avez
qui voit tout de suite les belles choses. Vous en avez qui ne voient pas du tout. Je ne sais pas, j'ai rien. Il ne m'est rien arrivé de bien. Je me suis fait embêter par lui. J'ai eu le prof qui m'a dit ça. J'ai oublié mon cartable. J'ai perdu le téléphone de maman. J'ai fait ci, j'ai fait ça. D'accord? Donc, il ne m'est rien arrivé de bien dans la journée. Ça dépend des caractères. Et il y en a qui vont vous dire « Ah, c'était super, maman. J'ai perdu ça, mais… » J'ai rencontré un copain sur la route qui m'a fait… D'accord. Il y en a qui vont naturellement avoir un hint-off sur leur vie, d'accord, ou sur le monde, d'accord. Et puis il y en a un autre, tu as un grand mur blanc comme ça, tu as une toute petite tache là, ils vont dire ah, il y a une tache, d'accord, et c'est tout. Ils vont voir que cette tache, ils vont se focaliser sur cette tache. Et bien, au moment du coucher, on va apprendre à nos enfants, et c'est un moment pour nous aussi éducationnel, à voir la belle page blanche. J'ai une copine qui m'a donné un bon truc que je fais avec mes petites filles, quand je les fais dormir, c'est que chacun, même moi, on doit dire merci à Hachem pour 3 choses qui nous sont arrivées dans la journée. En fait, c'est ça, c'est… Bien sûr. Mais tu ramènes la même main dedans en rajoutant… Bien sûr que c'est Hachem, puisque c'est le moment où tu remercies Dieu pour ta journée. Voilà, Hachem, il t'a donné une journée. Qu'est-ce que tu as fait de bien avec cette journée? Parce qu'avec Kadosh Baruch Hu, le matin, quand on se réveille, on lui dit merci de m'avoir remis mon âme dans mon corps pour que je puisse accomplir ton service, parce que toi, tu as confiance en moi. C'est ce qu'on lui dit le matin, d'accord? Et là, on va se coucher. Donc voilà, tu as eu confiance en moi ce matin. Regarde ce que j'ai fait de bien, moi, avec ma journée. Avec toute cette journée, j'ai fait plein de trucs de bien, d'accord? Et en même temps, on va aussi lui dire, si tu vois que, par exemple, tu t'es fâché avec ton frère ou machin, alors c'est quoi? C'est le moment d'être morel, c'est le moment de pardonner, c'est le moment de demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider et de dire pardon parfois aussi. Pardon à Kadosh Baruch Hu de faire tes choix, entre guillemets, donc c'est-à-dire pas de se repentir en se flagellant avec des orties fraîches, pas du tout, d'accord? L'idée, c'est au contraire de savoir, tu sais quoi? Même si tu as fait un truc qui t'a déplu aujourd'hui, eh ben, tu as la possibilité d'effacer tout ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la possibilité de faire teshuva. La teshuva, ça annule, voire ça transforme ce qui n'était pas forcément positif en positif. C'est merveilleux. Donc, c'est un moment, le Kiryat Shema, à la Mita, où vraiment, on peut essayer d'abord de connecter les enfants avec Hachem, ça c'est une super chose, et en plus de les connecter à eux-mêmes. De les faire qu'en fait, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent aimés à ce moment-là, qu'ils sentent qu'il y a une présence, qu'il y a maman qui déjà va prendre le temps, pendant 10 minutes, d'écouter aussi ce qui s'est passé dans la journée. C'est aussi le moment où on peut faire des scanners sur l'état émotionnel de notre enfant et l'aider. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose avec nous, si par exemple, on n'est pas content parce qu'il a une situation où, par exemple, il a frappé son petit frère et il a fait quelque chose irrespectueux à l'école, ou je ne sais pas trop quoi, d'accord? C'est le moment où on lui dit, tu sais, mon fils, moi, je t'aime de manière inconditionnelle. Et Akadosh Baruch Hu aussi, il t'aime de manière inconditionnelle. Et je sais que ce n'est pas ton style de faire ce genre d'action, et je te pardonne, et ci et ça, et tout est en paix. C'est le moment où on a besoin d'être shalem, d'être vraiment complet, de se sentir en accord avec qui on est. D'accord? Donc vraiment, il faut faire un super effort en tant que parent pour aller enlever tout le négatif de cette journée, tous nos ressentis contre nos enfants. D'accord? Même nos ressentis qui ne sont pas contre nos enfants, mais qu'on leur fait sur la tête parce que nous, on est fatigué, parce que nous, on est stressé, parce qu'on est des êtres humains, mais aussi on a nos propres challenges, on a nos émotions négatives. C'est le moment de les mettre de côté, de les repousser. Et vu que la nuit est amplificatrice de toute manière, autant amplifier le bon plutôt que le mauvais. D'accord? Au lieu de dire, mais c'est pas possible, ça fait 15 fois que je te dis d'aller au lit, mince, mais il y en a marre. D'accord? Ça ne fait que 15 fois. Ça ne fait que 15 fois. Exactement. Alors, attends. La vérité, c'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile. C'est une bataille. Mais enfin, moi, mon fils, il a que 2 ans, donc c'est différent. Mais même à son âge, je vois que je sais que si je ferme la porte, il est en train de pleurer, ça ne sert à rien. Alors, moi, par contre, ce que je fais, c'est pas demain, tu vas voir, tu vas prendre la tannée, c'est plutôt demain, tu as envie d'aller au parc. Ouais. Tu vas aller au parc demain, qu'est-ce qu'on va faire demain de super, tu vois? Et en général, c'est ça qui le calme. C'est genre, il y a un truc super demain. Ouais. Et donc là, c'est genre, ah,
Et donc, je pense qu'il va se coucher avec, dans la tête, Ouais. demain, je vais aller au parc, Ouais, demain, je vais aller à la exactement. piscine, demain, tu vois, je sais pas, Demain, c'est... on va Ouais, faire- ouais, demain, t'as fait des piscines. Ouais. Demain, on va aller prendre une glace ou autre chose. Et c'est le cas, Ça il le va calme, dormir. ouais. Mais Ethan, c'est pas. non, bien sûr, Ethan, hier ça soir, change avec lui. il s'est endormi. Je l'ai mis au lit. Et c'était je veux encore 10 minutes de télé. Mm. Il est parti au lit en pleurant parce qu'en fait, je lui ai donné 10 minutes et 10 minutes et 10 minutes et 10 minutes. Et au bout d'un moment, Alors ça, c'est le problème de la discipline. Tu te souviens, c'était notre premier chapitre. En fait, lorsqu'on faisait la discipline, lorsqu'on parlait de discipline, on disait en fait, c'est la base. C'est pour ça qu'on commence par la discipline. Parce que l'affectif va être dépendant à un moment ou à un autre de la discipline. C'est très intéressant parce qu'en ce moment, on est dans le Séphirat HaOmer. La Séphirat HaOmer, c'est le compte des jours du Homer qui sépare Pessah de Shavuot. Et en fait, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, on va en parler juste quelques minutes parce que c'est assez intéressant dans ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est qu'il y a 7 semaines de 7 jours. Lorsqu'Akadosh qui sépare Pessah de Shavuot. Okay, Pessah, c'était le moment où les Hébreux sont sortis d'Égypte, d'accord, et on se souvient qu'ils avaient été enslaved pendant 210 ans avant ça. Lorsque des gens sont mis en esclavage, je crois que c'est comme enslaved en français, mis en esclavage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont en mode de survie. Lorsqu'on est en mode de survie, on n'est pas en train on n'a pas le temps de raffiner ses midotes, on n'a pas le temps de penser à des bonnes choses, à être meilleur pour l'autre, pour soi, pour Dieu, non. On est en mode, eh ben, il faut juste que je trouve de quoi manger, que je survive pour être là pour ce soir, d'accord, et pour mes enfants, d'accord, on va prendre soin de donner à manger à ses enfants, de faire en sorte qu'ils survivent aussi, but that's it. Ça, c'était pendant 10 générations. 10 générations qui n'ont pas eu de connexion avec la bonté qui était celle de nos patriarches, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Lorsque Yosef est arrivé en Égypte, il avait encore amené ça avec lui, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Hébreux ont tout simplement perdu au fur et à mesure des années cette connexion à ça. On nous dit qu'ils avaient atteint un degré d'impureté qui était arrivé au 49e niveau sur 50. 49, c'est 7 fois 7, by the way. D'accord? Et que pour recevoir la Torah, une fois que ces 20% du peuple hébreu sont sortis d'Égypte, eh bien, il va falloir les aider à regagner le niveau de départ, d'accord? À être de nouveau des gens dignes, des gens purs, mais des gens dignes, d'accord, de recevoir la Torah. On ne peut pas donner, du caviar à des cochons, entre guillemets. Enfin, c'est les Havdil. On peut pas, ils n'auraient pas été prêts à recevoir la Torah à ce moment-là. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va les emmener dans le désert, d'accord? Il va faire en sorte qu'il soit tout le contraire d'un esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a que pour souci la survie, c'est-à-dire ses besoins vitaux. Et bien là, il va faire que les besoins vitaux sont totalement pris en charge. Pas besoin de s'inquiéter pour manger, il y a la manne qui tombe. Pas besoin de s'inquiéter pour se vêtir, il y a les nuées qui lavent les vêtements tous les jours. D'accord? Blanchisserie à domicile, les mamans n'avaient rien d'autre à faire que d'aimer leurs enfants, de se raffiner. D'accord? Pas besoin de courir après des puits d'eau, il y a le puits de Myriam qui les suit. D'accord? Dans le désert, eh bien, on est tout à fait l'opposé d'un esclave, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout besoin de s'inquiéter de ses besoins vitaux. La seule chose qu'on doit faire, c'est quoi? Se travailler soi-même, se raffiner soi-même, devenir une meilleure personne afin de mériter de recevoir la Torah. Et c'est ça, en fait, qui va se passer pendant ces 7 semaines. Et donc, à ce moment-là, dans le calendrier, vous savez que le calendrier, il est le représentant, en fait, des énergies de la création qui ont été diffusées il y a 5782 ans et qui sont circulaires, qui reviennent de manière cyclique. Eh bien, au mois de Nissan, on avait cette énergie de libération. C'est ça qui a permis aux Hébreux de sortir d'Égypte à ce moment-là. C'était le mois de l'énergie de la libération. Et maintenant, d'accord, on est dans le raffinement de soi. Et ces 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, c'est les 7 semaines où Akadosh Baruch Hu envoie 7 énergies différentes, 7 forces différentes sur lesquelles nous, on peut décider de surfer pour aller soi-même se raffiner. Ça s'appelle les séphirotes. Ces séphirotes, en fait, ce sont des kélim, des contenants
par lequel la lumière divine est passée pour pouvoir être diffusée dans le monde. On imagine si vous regardez, vous savez, quand on vous dit si vous regardez une éclipse solaire, il va falloir mettre des lunettes. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est trop forte, elle peut vous brûler les yeux. D'accord? C'est la même chose avec la puissance et la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il a fallu qu'elle passe à travers des lentilles, on va dire, d'accord, qui étaient différents types de lentilles. Ces lentilles, ces sphirotes, ces sphères, d'accord, elles s'appellent Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. D'accord? Elles représentent des qualités, d'accord, par lequel on peut s'améliorer. Le chesed, c'est quoi? C'est la bienveillance, c'est loving kindness, c'est l'amour, d'accord? C'est quelque chose qui est diffus. On imagine de l'eau. Si je renverse de l'eau, ça va comme ça. Vous voyez les hippies là qui aimaient de manière inconditionnelle, d'accord? Sauf que, imaginez cette lumière d'amour qui vient déverser dans le monde, eh bien, elle ne va rien donner, elle ne va pas du tout être constructive si elle n'est pas canalisée. Donc, qu'est-ce qui vient juste derrière? La canalisation, c'est quoi? C'est la gvura, la discipline. D'accord? C'est pour ça que j'ai pensé à ça, c'est qu'en fait, tu ne peux pas avoir que de l'amour, tu es obligé d'avoir de la discipline. Et c'est pour ça que le Rav qu'ils ont choisi de commencer ce livre par l'aspect disciplinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux que l'eau, elle passe par là, si tu veux que l'amour, il aille dans l'objectif d'élever tes enfants, alors avant, il faut que tu traces le canal, le chenal par lequel l'amour va passer. C'est cette discipline. Si tu ne disciplines pas l'enfant, tu ne pourras pas lui donner tout l'amour que tu désires qu'il reçoive et tout l'amour que tu décides de lui donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va toujours aller, lui, pour se rassurer, chercher à pousser le mur. Je vais chercher. Est-ce que le chenal, là, est-ce que la digue, elle est forte ou elle n'est pas forte? Je vais me recevoir une vague dans la figure ou pas? D'accord? On avait donné l'histoire des 3 petits cochons, vous vous souvenez, qui construisent des murs, des maisons de briques de paille, de briques et de bois, d'accord, pour se protéger du grand méchant loup. C'est exactement la même chose. Les enfants, ils sont tout petits. Ils veulent voir si leurs parents ils sont assez forts pour eux, pour les protéger contre ce monde qui a l'air tellement hostile. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? À chaque fois, ils vont aller tester. Est-ce que la maison, elle est assez forte? Est-ce que les murs que mes parents ils me donnent, ils sont assez forts? C'est-à-dire que si je dis 10 minutes, c'est 10 minutes. Il n'y a pas encore 10 minutes. Ça n'existe pas. 10 minutes, c'est 10 minutes. Donc, si tu dis pas encore 10 minutes, en fait, il a peur. Inconsciemment, il va aller te tester et repousser pour voir. Mais en fait, elle ne me protège pas. Son mur, il n'est pas straight, il n'est pas dur, il n'est pas solide. D'accord? Bien évidemment, on ne peut pas non plus faire une maison militaire, on l'a vu la dernière fois, et c'est pour ça que la troisième sphira, la troisième sphère, c'est quoi? C'est la Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie. Bien évidemment, il ne faut pas être complètement un baba cool, mais il ne faut pas non plus être rigide et inflexible. Il faut être dans l'harmonie. L'harmonie, dans la compassion. Pourquoi? Parce que lorsqu'on éduque ses enfants, même si on y met de l'amour, si on n'y met pas de la tiferet, c'est-à-dire de la compassion, de l'harmonie, on le fait pour soi, on ne le fait pas pour lui. Quand on est dans la tiferet, dans la sphère de la tiferet, dans l'éducation, on se dit, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de poser des limites, d'accord? Est-ce que je le fais pour lui ou pour moi? Parce que si je le fais pour lui, qu'est-ce qu'il a besoin, lui, de recevoir? Qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir? Parce que si je donne juste pour moi, me sentir bien de donner, ou parce que je veux qu'il fasse quelque chose qui me fait du bien à moi, parce que je veux qu'il soit au lit à 7 heures, même s'il a 15 ans, d'accord? Ce n'est pas ce dont lui, il a besoin. De quoi lui, il a besoin. D'accord? Donc, ça, c'est la compassion. OK? Ensuite, on a le netzar. Netzar, c'est être consistante, être endurante dans ses choix. Ce n'est pas facile. C'est très dur parce que c'est ça qui est le plus difficile. OK, d'accord, tu mets un cadre. OK, tu donnes de l'amour. OK, tu le fais avec l'idée de ce qu'il a besoin de recevoir. Maintenant, ça doit être tout le temps. Ça doit être constant. C'est le netzar. C'est très dur. Exactement. D'accord? Donc, chaque niveau et chaque semaine, cette semaine, et chaque jour de la semaine, on a la possibilité d'aller travailler, d'aller surfer et Hachem nous envoie l'aide qu'on a besoin dans cette énergie-là particulièrement. C'est vraiment super intéressant. Si vous êtes intéressé, j'ai commencé à bosser quelques petits trucs sur Instagram. Je me suis arrêtée parce que je n'ai pas
de téléphone. Mais c'est quelques petites idées de réflexion pour que chaque jour, on profite en fait de cette énergie de la journée. Mais on s'en rend compte dans tout. C'est comme ça dans tout, en fait. C'est cette sphirote, elle fonctionne, elles nous permettent d'améliorer n'importe quelle situation, même nos situations personnelles. Quand on comprend, en fait, ce qu'elles représentent. D'accord ? Alors, ouais, il y a 7 jours. Alors, regarde, c'est justement... Alors, ça marche comme ça. Donc, la première semaine, donc la semaine de Pessah, c'est la semaine du Chesed. C'est la semaine de la bienveillance. Mais à l'intérieur du Chesed, tu as 7 jours. Donc, tu as Chesed, Shebe, Chesed. Donc, le Chesed à l'intérieur du Chesed. Par exemple, quelle est ma capacité à aimer? Donc, j'analyse l'amour à travers l'amour. D'accord? Quelle est ma capacité à aimer cette personne? Mon mari, etc. etc. D'accord? Ensuite, tu as le Chesed, la semaine du Chesed. Mais le deuxième jour, c'est donc Gvura. Donc, c'est la Gvura dans l'amour. Troisième jour, l'harmonie dans l'amour. Quatrième jour, la consistance, la constance, l'endurance dans l'amour. Le cinquième jour, si vous voulez, je vous donne des exemples. Mais la constance dans l'amour, par exemple, c'est est-ce que d'un seul coup, moi, je suis plutôt à la Fellini, je vais vous donner tout d'un seul coup, puis après, non, lâche-moi, j'ai trop donné. D'accord? Non, il faut être consistant, il faut être endurant. Il faut prévoir aussi à un certain moyen long terme. Ensuite, il y a le Hod, l'humilité. L'humilité, ça représente quoi? Ça représente le fait d'être capable de se dire, de se mettre de côté. D'accord? On parlait de ça aussi quand on parlait du programme sur la Taharat HaMishpacha. Il y a certaines femmes qui disent, par exemple, voilà, bon, mon mari, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, il ne prend pas son rôle de mari. Ok, est-ce que toi, tu lui laisses la place pour qu'il prenne son rôle de mari? Parfois, non. Parfois, oui. Et l'homme, il a d'autres soucis. Mais parfois, pas du tout. Parfois, en fait, on veut tellement faire comme on veut que ce soit fait que le mari, il n'a pas le choix. Bah, tu veux que ce soit comme ça. Quand j'essaie de t'aider, c'est jamais comme il faut. Alors, je te laisse. Du coup, c'est toi qui changes des ampoules, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui sors les poubelles et tu grognes. Mais tu ne me laisses pas, moi, prendre cette place. Donc, le Hod. Le Yesod, c'est la fondation, c'est le lien. Donc, à l'intérieur de l'amour, ce serait comment est-ce que je crée un lien avec l'autre. D'accord? Et la Malchut, qui est la royauté, la noblesse, d'accord? C'est en fait, une fois que j'ai réussi à assembler, à travailler sur tout le reste, alors j'obtiens la shlemut, entre guillemets, la noblesse, la royauté, c'est-à-dire la complétude à l'intérieur de l'amour. Ensuite, chaque chose à l'intérieur de la Gvura. Ensuite, chacune. Donc, en fait, on analyse à chaque fois et on reçoit une énergie. Par exemple, aujourd'hui, on est dans Tiferet, la semaine de Tiferet, et on est jour, je crois, numéro 3 ou 4. Donc, on devrait être Tiferet à l'intérieur de Tiferet. D'accord? Donc, ça veut dire l'harmonie dans l'harmonie. Comment est-ce que je peux, ou la compassion à travers la compassion. Donc, comment est-ce que j'arrive à me mettre à l'intérieur des autres? Est-ce que je suis trop compassionnelle et que du coup, ça me fait souffrir quand j'entends quelqu'un qui souffre, mais c'est horrible. Oh là là, je souffre pour lui. Mais donc, non, tu dois te mettre en retrait. Tu dois arriver à travailler là-dessus. Parce qu'en fait, l'idéal, ce n'est pas d'être Mère Teresa. Ce n'est pas ce qu'on demande. Nous, encore une fois, dans la Torah, le Kadosh, c'est encore, je vais dériver sur un autre truc, mais être saint, c'est pas être séparé du monde, c'est être dans le monde. Donc, on ne demande pas d'être en abstraction totale de soi du tout. On doit être dans notre ressenti et avoir de la compassion pour l'autre, mais tout en fait, ça s'appelle de l'empathie, c'est-à-dire que tu mets quand même une distance entre l'autre et toi. D'accord? On va arrêter là parce que je suis désolée, j'ai un rendez-vous à 10h30 avec l'école. Et comme je